où notre chef même est descendu, le chef du convoi est descendu, il a échangé avec eux. Et ensuite, ils sont partis. Nous avons fait chemin, on est parti, on est resté au dépôt 9. Les autres ont continué. Je ne sais pas où ils étaient arrivés, mais après, ils ont replié. Ils nous ont trouvés là, nous, on a plié les bagages, on est revenu au camp commando. D'accord. Mais c'est ces jours-là même, le capitaine Zadi, nous, on avait mis nos mortiers déjà en batterie, on était partis, nos mortiers en batterie, c'est ce jour-là, le capitaine Zadi a effectué des tirs de 82 ou bien 81 mortiers qu'il avait, je ne connais pas, parce que ces deux mortiers se ressemblent bien. D'accord. Alors, vous avez dit dans votre déclaration aux enquêteurs du bureau du procureur, même référence, page 441, 443 et paragraphe 108. 108, et je cite ce que vous avez dit, monsieur. Notre mission, c'était d'aller à Abobo. Une fois là-bas, le commandant du camp commando, dont je ne me souviens pas le nom, nous a dit qu'il fallait aller libérer Anyama des mains des rebelles. Nous sommes partis avec 2 mortiers de 120 mm et des 12-7. Fin de citation. Vous vous souvenez avoir dit ça? Bon, peut-être je l'ai dit, mais vraiment, je ne me souviens pas comme il y a longtemps. Alors, est-ce que vous vous souvenez si au moins l'objectif particulier, c'était bien libérer Anyama des mains des rebelles? Bon, quand nous sommes arrivés là, ils ont dit, ils sont à Nokouakouté, derrière Dépôt 9. Il fallait partir. Bon, tout ça, c'est vers Agnaman là-bas. Tout ça, c'est vers Agnaman. D'accord. Alors, vous avez parlé aussi d'une mission à PK-18 et d'échange de coups de feu entre votre unité et l'ennemi. Ça, c'était hier, au cours de votre témoignage. Oui. D'accord. Qui était l'ennemi? Moi, je vous ai dit que je ne l'ai jamais vu. Mais ce jour-là, on a essuyé des tirs, on a eu un blessé. Je ne l'ai jamais vu. Je vous ai dit ça. Je n'ai pas pu repérer un seul. D'accord. Parce que vous savez, en ville, c'est compliqué. Entre les maisons, quelqu'un peut se camoufler, faire beaucoup de choses. Tu peux ne pas le voir. Vous connaissiez le commando invisible? J'ai entendu parler du commando invisible, mais je ne le connais pas. Qu'est-ce que vous savez sur le commando invisible? Comme on disait, c'est le commandant invisible qui faisait la terreur à Bobo. Celui qui attaquait, bon. Comme on ne le voyait pas, c'est pour ça qu'on l'a surnommé commandant invisible. On ne sait pas c'est qui. D'accord. Et est-ce que vous vous souvenez d'incidents, d'affrontements, par exemple, qui auraient impliqué des assaillants, alors quels qu'ils soient, contre des membres des forces de sécurité, policiers, gendarmes, armés, etc. À Bobo. Nous reprenons la question, s'il vous plaît. D'accord. Alors, oublions un instant le mot ou l'expression commando invisible. Parlons d'assaillants, de personnes armées qui attaquaient les forces de sécurité à Abobo. Est-ce que vous vous souvenez de différents incidents? Vous nous en avez cité d'ailleurs quelques-uns hier. Différents incidents à Abobo où ces assaillants, à l'occasion desquels ces assaillants
auraient attaqué les forces de sécurité? Bon, je pense qu'à ma troisième mission, lorsque nous on rentrait, on nous a relevés, on a essuyé des tirs. Il y a eu 2 blessés parmi nous. On est venu les mettre à Hachma et puis nous, on a repoussé le chemin. Et on est parti au camp. D'accord. Hier, lors de votre témoignage, vous avez parlé d'une attaque contre la brigade de gendarmerie. Vous vous souvenez? La brigade de gendarmerie, j'ai dit que quand nous sommes arrivés, on a dit que la brigade de gendarmerie était attaquée. Mais moi, nous, on n'était pas là-bas ce jour-là. J'ai entendu parler. Voilà, c'est ce que j'ai dit. D'accord. Est-ce que vous avez parlé à certains de ces gendarmes qui avaient été attaqués? Non. Ils ne s'étaient pas réfugiés au camp commando? Oui, ils étaient là-bas, puisque là-bas, bon, quand vous allez, vous êtes en équipe, bon, chacun est concentré sur sa mission. C'est les chefs qui causent ensemble et puis ils viennent vous donner les ordres. D'accord. Et est-ce qu'il y a eu une attaque au rond-point de la gare d'Abobo? Bon, s'il y en a eu, bon, j'ai oublié un moment, je m'en souviens pas. Mais je pense que les policiers et puis les gendarmes qu'on avait parlé un peu plus tôt, je pense que c'était là-bas, c'était passé. D'accord. D'accord. Alors, est-ce qu'au camp commando, les soldats, les policiers, les gendarmes, tous ceux qui s'y trouvaient, ou au Baza, ceux qui étaient allés à Bobo et qui en étaient revenus, est-ce qu'ils parlaient des attaques et de ceux qui commettaient les attaques? Oui, tout le monde en parlait de ce qui se passait à Bobo, puisqu'on parlait du commandant invisible, on ne savait pas qui était. Bon. D'accord. À votre connaissance, compte tenu de ce que vous aviez appris à l'époque, où était localisé le commando invisible? Quelles étaient ses bases? Là, moi, je ne peux pas savoir. Qui commandait le commando invisible à votre connaissance? Moi non plus, je ne peux pas savoir. Est-ce qu'il y avait des ennemis tout autour du camp commando? Non. D'accord. What was the answer? What was the answer? Et quelle était la réponse à la dernière question? Y avait-il des ennemis tout autour du camp commando?
Ça, c'était la question de Maître Altit. Y avait-il des ennemis tout autour du camp commando? Mais malheureusement, nous n'avons pas saisi votre réponse. Président, ok. Alors, vous nous avez expliqué hier être resté au nouveau camp d'Aquedo presque jusqu'à la fin de la crise. Est-ce que vous nous l'avez dit plus ou moins, mais je voudrais que ce soit vraiment clair pour nous tous ici. Est-ce que vous pouvez essayer de nous donner une date précise? Jusqu'à quand? Après, je sais que vous êtes revenu, vous nous l'avez dit hier, mais jusqu'à quand êtes-vous resté en fonction au sein de l'unité, au sein du BASA, au camp d'Aquedo? 31 mars. J'ai dit 31 mars. D'accord. À votre connaissance, le nouveau camp d'Aquedo a-t-il subi des attaques, soit avant le 31 mars, soit après le 31 mars? Non. Est-ce qu'il y a eu un bombardement par des hélicoptères de l'ONUCI? Oui. Il y a des bombardements. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des bombardements par des hélicoptères français? Là, je dis non parce que je ne peux pas dire non. Je peux pas. Je dis non. C'est l'ONUCI, je pense. D'accord. Le camp a-t-il été attaqué par des rebelles ou des forces nouvelles? Non. Après le bombardement, tout le monde est parti. Hein. Tout le monde est parti. Tout le monde a vidé même le camp. C'était l'ancien camp où certains sont restés. Le nouveau camp, tout le monde est parti. Vous faites référence au bombardement par l'ONUCI, c'est ça? Oui. D'accord. C'était quel jour, si vous en souvenez? Je pense que c'était le 4, hein, le 4 soir. D'accord. Et après, ce que vous nous dites, c'est après le 4 avril, donc, c'est ça? Oui. Il n'y avait plus personne au camp. Il n'y a plus personne. Les gens sont partis. Tout le monde est parti. D'accord. Entre le 31 mars et la fin de la crise, disons la mi-avril, disons, est-ce que des groupes rebelles ou forces nouvelles se sont installés dans les alentours du camp, à votre connaissance? Après quoi? Après le 31 mars, ou même avant le 31 mars d'ailleurs, est-ce qu'à un moment donné, à votre connaissance, des groupes rebelles se sont installés autour du nouveau camp d'Aquedo? Bon, avant le 31 mars, non. D'accord. Et après? Bon, après le bombardement du camp, il faut dire le 31 mars, même à tout Abidjan était ménagé, hein, parce que les SFFN, ils étaient déjà arrivés à Abidjan le 31 mars. Ils étaient occupés. C'est pour ça même. Tous ceux qui étaient au front, ils avaient replié sur Abidjan, tout était mélangé. Donc chacun se cherchait. Donc chacun cherchait sa vie. Ah, je sais pas. D'accord. Vous voulez dire qu'après le 31 mars, qu'à partir du 31 mars plutôt, non seulement les troupes gouvernementales s'étaient repliées à Abidjan, Oui. mais les troupes rebelles ou forces nouvelles étaient elles-mêmes toutes ou en grande partie à Abidjan. C'est ça que vous voulez dire? Oui, et ils étaient là, ils avaient la présence le 31 mars. Puisque quand les gens qui étaient au front, dans les fronts, ont replié, eux-mêmes, ils ont progressé. Ils sont arrivés à Abidjan. D'accord. Qui étaient ces troupes rebelles ou forces nouvelles? Est-ce que vous vous souvenez de la composition? Ils venaient d'où, les soldats? Mon ami, moi, je me cherchais. Est-ce que j'ai le temps de savoir qui était qui? Moi, je cherche ma vie et tu me demandes de savoir qui était qui. D'accord.
Il y avait des dozos? Là, je me cherchais, je ne sais pas. À ce moment précis-là, on cherche sa vie. Eux-mêmes, ils me disent que je suis là. Et s'ils me voient, peut-être ils vont me tuer. Moi, je me camoufle. Je ne veux même pas qu'on me voie. Donc, je ne peux pas savoir qui était. Moi-même, je me cherchais. D'accord. Quelqu'un qui a lutté contre eux, et puis toi, chercher à les identifier. Vous l'avez dit. D'accord. Vous voulez dire que votre vie était menacée parce que vous étiez un soldat, c'est ça? Ah oui. À ce moment, tous les soldats se cherchaient. Tout le monde se cherchait. Malgré que, disons, quand on était la vie de certains soldats du Nord, comme on le disait, ils étaient nordistes parce qu'on disait qu'ils sont pour Alassane. Tout le monde, leur vie était menacée. Hein. Tout le monde, leur vie était menacée. Parce que on te trouve. Il y a d'autres qui ont perdu la vie dedans comme ça. Même les civils ont égorgé certains, même les militaires, parce qu'ils se cherchaient, d'autres ont été tués. C'était devenu du. En tout cas, si tu ne fais pas attention, tu tombes même. On ne cherche pas qui tu es. Si on ne te connaît pas, on te tue. Hein. D'accord. Donc, ce que vous dites, c'est que quelle que soit l'origine des soldats, du nord, du sud, peu importe, leur vie était menacée. Oh. C'est ce que je vous dis. D'accord. Et vous nous dites que vous connaissez des exemples. Vous dites qu'il y en a qui ont été tués. Bon, je ne connais pas d'exemple, mais beaucoup ont souffert quand ils racontent comment ils sont sortis et quand ils disent, bon, on a perdu tel, vraiment, c'est difficile à comprendre. Chacun se cherchait. Chacun a son histoire. Moi, je ne peux que parler de mon histoire. Bien sûr. Et quand vous dites chacun se cherchait, est-ce que vous voulez dire par là que chacun se cachait? C'est ça que vous voulez dire? Ah oui, mais là, il fallait te cacher pour que tout s'apaise et puis que tu puisses sortir. D'accord. D'accord. Une question un peu différente. Vous nous avez dit que votre ethnie était Tagbanan. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel groupe plus vaste, à quel groupe ethnique plus vaste les Tagbanans appartiennent? Au groupe Senfo. D'accord. Avant et pendant la crise de 2010-2011, est-ce que vous aviez des frères ou des cousins qui appartenaient à la rébellion? Moi, particulièrement, je suis le seul dans l'armée, mais j'ai mon oncle qui est policier, il est officier. Voilà. C'est nous deux qui sommes seulement encore habillés dans notre famille. Les autres, des insisteurs, il y a un qui a travaillé à la Côte d'Ivoire, il est à la retraite. Un insisteur. Voilà. Moi, je suis militaire, mon oncle, disons, est policier. Alors, vous nous avez parlé des orgues de Staline. Oui. Pour que les choses soient claires, qui a pris la clé de tir? Les ordres de Staline. Après cette cacophonie où ils ont bombardé le bazar, tout le monde est parti, chacun s'est cherché. Et quand tout rentrait un peu en ordre, ils ont cherché à savoir si certains éléments maîtrisaient les armes de l'artillerie, parce que ces armes-là, ils avaient camouflé. C'est dans ça que quelques-uns on s'est regroupés, on est allé décharger les munitions qui étaient dans les armes, et puis c'est là, moi, j'ai pris la clé, j'ai jeté. C'est après toute cette cacophonie. Donc c'est vous qui avez pris la clé de tir, c'est ça? Oui. D'accord.
après cette cacophonie, c'est-à-dire après les choses qu'on appelle le 31 mars, l'attaque du bombardement, tout, l'arrestation même du président Gbagbo, tout ça, après tout ça, comme eux ne maîtrisaient pas ces armes, donc ils ont cherché à avoir des gens. Et moi, je faisais partie, on allait, on a extrait les munitions parce que c'était chargé. On a extrait les munitions et puis c'est là que j'ai pris la clé des tirs pour jeter pour ne pas qu'ils puissent utiliser. D'accord. Alors, monsieur le témoin, nous avons appris que ce serait un certain Sip Dioulé du Baza qui gardait autour du cou la clé qui sert à actionner l'orgue de Staline et qui aurait jeté cette clé pour que les FDS ne puissent utiliser l'arme. Si Dieu il gardait l'arme parce qu'on était ensemble lorsque nous avons extrait les trucs. C'est lui qui chose qu'on appelle, qui gardait effectivement la clé. Mais la clé, quand lui l'a fui, la clé était restée sur les ordres de Staline. Quand nous sommes retrouvés, c'est dans ça. Il y avait deux armes. Il y avait deux ordres de Staline. Voilà. Moi, j'ai travaillé là-dessus ce jour-là où on a extrait. Moi, j'ai jeté pour. Moi, j'ai pris pour jeter. J'ai pris une clé pour jeter, en tout cas. D'accord. Alors, vous nous avez dit avoir été arrêté le 25 décembre 2010, c'est bien ça? 25 décembre, oui, samedi 25 décembre 2010. D'accord. Oui, j'ai été arrêté. Alors, le représentant d'accusation vous a demandé à plusieurs reprises quelles étaient les charges, les accusations. Et vous avez dit, si j'ai bien compris, vous m'arrêtez si ce n'est pas exactement ça, vous avez dit deux choses. Vous avez dit, on m'accusait d'avoir formé des rebelles, c'est-à-dire des FAFN, et on m'accusait d'être en communication avec des rebelles. Alors, est-ce que d'abord c'est bien ça, ces deux accusations? Oui, j'avais deux chefs d'accusation. On me disait que je formais des gens à Kakourou, des rebelles bien à Kakourou. J'entraînais bien. Et puis, je communiquais avec la rébellion. D'accord. Alors, plus précisément, quelles étaient les accusations? Je veux dire, est-ce qu'on vous a dit tel jour, vous avez parlé à telle personne, ou vous avez téléphoné à telle personne, ou est-ce que vous vous souvenez d'accusations plus précises? Ils ont dit ça globalement comme ça. Mais moi-même, quand ils m'ont accusé de ça, j'ai demandé la preuve. Parce que personne n'a pu me donner les détails pour dire voici tel, ou bien voici le numéro de tel. Ils n'ont jamais donné la preuve, ou bien voici telle personne, tu le formes. Ils n'ont jamais donné la preuve. D'accord. Donc vous étiez aux arrêts, c'est ça? Oui, j'ai été aux arrêts. Où ça? Dans les locaux disciplinaires du 1er bataillon. D'accord. C'est-à-dire au camp d'Aquedo? Au camp d'Aquedo. D'accord. Ok. Et vous y êtes resté, si j'ai compris votre témoignage, jusqu'au 15 janvier, c'est bien ça? Oui, c'est le 15 janvier que je suis sorti de la prison. Et donc, en fait, vous n'étiez plus accusé à ce moment-là? Bon, peut-être ils ont mené les enquêtes, je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, en tout cas, ils m'ont fait signer un CA de punition qui stipulait cela. Ils m'ont même dit ça vis-à-vis. Le chef de corps même est venu, même le 25 décembre, il l'a dit vis-à-vis. Et où il a enlevé son arme, il avait toujours une arme PA, où il a enlevé, où il a chargé pour tirer sur moi. Il l'a dit. D'accord. Alors, une question un peu différente. Vous avez parlé de mission au carrefour Marie-Thérèse et au carrefour Maputo, c'est ça? Oui. D'accord. Ma question est simple. Était-ce, à votre connaissance, les deux seuls points de contrôle en direction de l'hôtel du Golfe? Bon. Nous, on avait deux postes, nous les attueurs. On avait un poste à Maputo, un poste à Marie-Thérèse.
Maintenant, il y a les autres corps chacun avait son point, son poste. Il y avait d'autres corps là-bas. Il y avait le GMMG, il y avait le premier, chose comme le premier BCP, il y avait le bataillon blindé, le bébé. D'accord. Bon. D'accord. Je vous demande une seconde, monsieur le témoin. Alors, juste quelques instants sur le bombardement dont nous parlions au début de notre entretien. Monsieur, êtes-vous au courant que Kamanan, que vous avez mis en cause, et hier et aujourd'hui, a été acquitté de toutes les charges en lien avec le bombardement, ce bombardement dont nous parlions, et que Pégard Egny n'a même pas été poursuivi, puisque le juge d'instruction n'a pas cru bon de le renvoyer devant le tribunal militaire pour être jugé. Bon, moi je sais qu'ils étaient en prison, moi je sais qu'ils sont sortis. Pégard lui-même, on est dans la même unité actuellement. Pégard, il est adjudant, on est dans la même unité. Kamanan Bruce est au BAS. Quand je faisais mon B1, il était l'un de mes instructeurs encore. Je sais qu'ils étaient en prison, ils sont sortis. Bon, je ne sais pas s'il y a eu un procès ou quoi, moi, je ne sais pas. D'accord. D'accord. Vous voulez dire qu'ils sont tous les deux en fonction? Oui, ils sont tous les deux en fonction. L'un au BAS et l'autre où ça, pardon au GMMG, Groupement ministériel des moyens généraux. D'accord. C'est quoi ça? Je veux dire, vous pouvez nous dire un petit peu ce que c'est cette unité, quel est son rôle? Il est au sein du ministère de la Défense. Voilà. D'accord. Alors, vous nous avez expliqué hier, et là encore vous m'arrêtez si je n'ai pas tout à fait compris, avoir quitté, et vous l'avez rappelé aujourd'hui, le camp le jeudi 31 mars. Et vous nous avez dit ce que vous avez fait ensuite. Alors, est-ce que vous pouvez, mais alors vraiment en quelques secondes, parce que vous l'avez déjà dit hier, de façon synthétique pour fixer les choses, ce que vous avez fait. Le lendemain, j'étais à tel endroit, le surlendemain, etc. etc. Vous voyez? Quand je suis sorti, je vous ai dit que je suis sorti avec 3 officiers, un sous-officier. Je vous ai déjà cité les noms. Photo, Bolou et Djibeu. Il y avait le sergent Nyakan. Nous sommes montés dans la voiture de photo. Nous sommes partis, nous sommes sortis par l'entrée secondaire vers le premier bataillon. Nous sommes partis au carrefour Faya. Nous sommes venus vers le kilomètre, sur le rond-point de kilomètre 9. C'est là, chose qu'on appelle
Deux sont descendus, ils disent qu'ils partaient et puis le propriétaire du véhicule a dit que moi, il fallait que je descende là. J'ai dit, moi, je ne connais personne, je voulais partir avec vous. Il dit non. Moi, je vais, quelqu'un m'accueille, bon, écoutez, je ne peux pas. Donc, je suis descendu là, je suis passé dans le quartier. Figurez, quand la nuit tombait, je ne sais pas où partir. J'ai trouvé un monsieur dans une cour, un étage même qui était en construction, ce n'était pas encore terminé. Je l'ai trouvé, je lui ai dit, bon, ça tire de partout, aux deux plateaux, ça tirait, bon, je suis un militaire, vraiment, je me cherche. Est-ce que vous pouvez m'aider? Il m'a dit oui, il n'y a pas de problème. À la suite, il était vers la nuit venait de tomber juste. Il m'a donné de l'eau à boire, il m'a donné de l'eau à me laver. Après, il s'est présenté qu'il est ghanéen, avec sa femme qui était là. Il a préparé, ils ont préparé, on a partagé le repas. Et il m'a donné, c'était un étage, il m'a donné au premier, à l'étage là-bas, une place. Il n'y avait pas de porte, il n'y avait pas de vitre. Donc, je me suis réfugié là. Le lendemain, je suis resté jusqu'à... Si vous permettez. Je vous interromps juste une seconde parce que ça, vous nous l'avez déjà dit. Donc, est-ce qu'on peut dire, sous votre contrôle, première nuit chez un inconnu? Oui. D'accord. À propos de cet inconnu, vous dites qu'il est ghanéen. Est-ce qu'il y avait beaucoup de Ghanéens dans le quartier? Bon, moi, je ne suis pas sorti. Moi-même, écoutez, quand il y a une situation de crise comme ça, mon ami, chacun se cherche. Hein. Il ne faut pas te faire. Bon, moi, quand je suis rentré chez lui, en tout cas, je ne suis plus sorti. C'est le jour où je suis à 20h, comme il avait une petite télévision, il mettait en marche, on regardait, c'est au journal parler de 20h que le colonel Gouanou avait fait la déclaration, qu'il fallait que ceux qui sont partis, qu'ils reviennent, que la situation était sous contrôle. C'est ainsi que le dimanche, je pense que c'était le 3, que j'ai cherché à me rendre au camp. Alors qu'on comprenne bien. D'abord, quand vous partez du camp, vous êtes en civil, est-ce que c'est ça? Vous êtes en uniforme ou pas? Non, je n'étais pas en uniforme. Quand j'étais en uniforme, arrivé à l'entrée, je me suis déshabillé, j'avais mon sac. J'étais en uniforme quand j'ai quitté le bazar. Et comme les autres, c'est ce qu'on a fait tous, on s'est suivis. Et puis, arrivé devant au poste, on s'est déshabillé, on s'est mis en civil. Donc, qu'on comprenne bien, quand vous avez franchi la porte, vous êtes mis la porte du camp. Moi-même, c'est parce que la garde qui était à l'entrée secondaire n'était plus là. C'est au poste de garde, mais moi, je me suis déshabillé. J'ai laissé mon sac là. D'accord. Donc, vous avez quitté le camp en civil. Est-ce que c'est ça? Oui. D'accord. Donc, première nuit chez un inconnu, et vous êtes resté jusqu'à ce que vous retourniez au camp. Vous êtes resté chez cette même personne? Oui. D'accord. Alors ensuite, vous revenez au camp, vous nous avez raconté que vous voulez rentrer, vous ne pouvez pas, et qu'il y avait des membres du BASA, vous m'arrêtez si je me trompe, qui étaient venus vous prendre votre téléphone et 425 000 francs CFA, c'est ça? Oui. Donc ça, c'est le 3 avril? Le dimanche. Le dimanche 3 avril? Oui. D'accord. Alors, j'ai fait un petit calcul qui est peut-être pas tout à fait exact, donc je parle sous le contrôle général. Bon. Alors, si ce n'est pas tout à fait exact, je vous prie et je prie la Chambre de nous pardonner. Mais 425 000 francs CFA, ça fait environ 700 €. 700 €, c'est beaucoup d'argent. D'où y venait cet argent? Merci bien. Moi-même, j'étais en construction en 2010. Quand j'étais à San Pedro, j'ai acheté un terrain. Je n'ai pas encore fini de construire, je fais un petit à petit. Donc, j'avais pris un maçon, il avait fait un travail.
Donc, il fallait que je lui rembourse cet argent. Je devais lui donner son argent. Donc, avec la situation, je n'avais plus d'argent. Donc, j'avais une moto KTM à Daloa. J'ai demandé à ma femme de vendre la moto. Quand ils ont vendu la moto, l'argent, ils m'ont là envoyé, chose qu'on appelle. Ma femme a gardé et quand je suis sorti, chose qu'on appelle. J'étais à Kakro, il m'a envoyé. Et c'est un élément, et il m'a envoyé sur Orange Money, sur mon numéro Orange Money. Et c'est un élément de la GIA qui venait à Bian, à Benjerville, que je lui ai donné mon numéro et puis mon code, qu'il est venu faire le retrait. Et cet argent était sur moi. Bon, avec la crise, le gars m'a appelé, envoie mon argent. Je n'ai pas pu envoyer. Parce que je n'ai pas envoyé. C'était sur moi parce que je ne sortais pas, je ne sais pas. Est-ce que je comprends bien ce que vous nous dites? Est-ce que vous dites que vous êtes resté pendant toute la crise, ou presque, avec cet argent sur vous? Oui. D'accord. Alors, à partir de ce jour-là, et vous nous avez expliqué hier les différentes discussions avec les uns, avec les autres, donc on n'y revient pas, c'était clair. Mais à partir de ce jour-là, vous réintégrez une unité ou pas du tout? Qu'est-ce que vous faites après? Juste le 4, le 5, ça se passe le 3 avril. Le 4, le 5, vous faites quoi? Et les jours suivants, vous faites quoi? Le 3 avril. Le même 3, quand ils m'ont refoulé, ils ont pris tout ce que j'avais. Je vous ai dit que j'ai rejoint l'ancien camp. L'ancien camp, j'ai trouvé là-bas le commandant second du 1er bataillon, Mambo, le colonel Mambo, avec le colonel Nyenkremetchen. J'ai expliqué la situation que j'avais vécue. Et qu'ils ont même appelé le capitaine Goué. Il a demandé à me parler au téléphone et qu'il a dit qu'il ne faudrait pas que je retourne au bazar. Je suis resté là dimanche. Lundi, je suis resté. Lundi 4, ce n'est que lundi 4 soir que le bazar a été bombardé. Moi, de là, bon, j'avais peur, je suis quitté. Et vous êtes allé où? Bon. Je suis allé à Coué de Village. Dans Coué de Village, j'ai croisé un ami. Je lui ai demandé un service et il avait son téléphone sur lui. J'ai appelé mon oncle, qui était à ce moment en fonction à Yamsokro, policier. Je l'ai appelé, je lui ai présenté la situation. Il m'a dit, et m'a donné un numéro d'une dame qui pouvait bien m'héberger. Et c'est le numéro de la dame qu'on a même appelé sur le numéro j'ai même appelé sur. La dame m'a indiqué un coin où je pouvais la retrouver. Je suis allé, elle m'a accueilli pendant tout ce temps. D'accord. Pendant tout ce temps, c'est combien de temps à peu près? Jusqu'à ce que je puisse avoir, pour dire que je pouvais sortir de là pour pouvoir circuler et puis rejoindre plus tard ma famille à Daloa. D'accord. Mais c'est combien de temps à peu près? C'est une semaine, 10 jours, un mois? Enfin, je suis resté là jusqu'à ce que les salaires soient virés parce que je n'avais pas d'argent sur moi pour faire quoi que ce soit. C'est la dame qui me donnait à manger, qui faisait tout pour moi. Jusqu'à ce que on nous donne 2 mois de salaire. Je pense que c'est 2 mois de salaire qu'ils ont viré et que j'ai pris cet argent. Je suis allé à Daloa en famille. D'accord. Avant d'aller en famille, on avait déjà exécuté où ils ont demandé le service d'aller extraire les munitions dans les armes hors de Saline. On avait fait ça avant que je ne parte. Alors attendez, vous touchez vos 2 mois de salaire combien de temps après ce que vous nous racontez, après avoir trouvé cette dame? 1 mois, 2 mois, 3 mois, combien de temps? Bon, le mois de mars n'avait pas été viré. Je pense que le mois de fin avril, je pense qu'ils ont fait, chose quand ils ont régularisé, ils ont fait virement 2 mois de salaire. D'accord. Donc vous nous dites, vous êtes resté là à peu près jusqu'à fin avril, à peu près. On est d'accord? Bon. Ok.
Alors, vous n'êtes pas allé au Golf Hotel, à l'hôtel du Golf, monsieur, pendant cette période? Golf Hotel, c'est le jour où nous sommes allés extraire les obus. Quand on a fini, on était avec le capitaine Opoku, c'est ce jour-là, nous sommes partis là-bas, nous avons enregistré et puis chacun s'est cherché. Ils vous ont enregistré, c'est qui ils? Bon, ceux qui étaient là-bas, Mais là-bas où? au Golf Hotel. D'accord. Alors, nous avons eu un témoin qui s'appelle Idrissa Kangouté. Idrissa Kangouté, qui nous a dit que vous faisiez partie de ceux qui lui ont demandé de l'aider à aller au Golf Hotel. Vous vous souvenez de ça, de vos rapports avec Idrissa? De quoi? Alors, Idrissa Kangouté, vous connaissez? Idrissa Idrissa Kangouté. Kangouté? Bon, je sais qu'au Baza, il y avait un Kangouté, mais son nom Idrissa, là, je ne connais pas. Je sais qu'il y a un Kangouté au Baza. Je ne sais pas si c'est de lui qu'il s'agit, mais son nom Kangouté. Vous savez que je vous ai dit qu'au Baza, je suis venu que... J'étais un élément du Baza depuis 2006, mais je ne suis pas... C'est le temps des stages, les noms me fatiguent un peu. Voilà. Les noms me fatiguent un peu. D'accord. Vous ne l'avez pas mentionné hier lors de votre témoignage, Kangouté? Kangouté, oui, j'ai dit Kangouté, mais j'ai dit son nom Idriss. Voilà. J'ai dit qu'un certain Kangouté se plaignait que les obus ils ont tiré, ils ont mal, qu'ils auraient tué un de ses cousins ou bien chose que là-bas. J'ai parlé de ça hier. Voilà. Mais je ne connais pas son nom Idriss là. D'accord. Alors lui, il dit que vous faisiez partie de ceux, d'un groupe, qui l'a aidé à rentrer au Golf Hotel, à l'hôtel du Golf. Alors, il vous a aidé? Moi, bon, Kangouté était là lorsqu'on extraitait les obus. Je vous ai dit qu'on est partis ensemble. À l'hôtel du Golf, on nous a enregistrés là-bas. De là, moi, je suis parti. Moi, je ne sais pas si c'est de ça qu'il veut parler, mais moi, je sais que Golf Hotel, je ne suis pas jamais resté là-bas. Je n'ai pas passé plus qu'une journée là-bas. C'était à peu près quel jour? Bon, je n'ai pas les dates. D'accord. Alors, monsieur, je vais vous poser quelques questions sur un certain nombre de personnes que vous avez pu croiser lors de la crise. D'accord? Ouais. Est-ce que Patrice Kouassi est l'un de ceux que vous avez pu croiser pendant la crise? Patrick Kouassi. Patrice Kouassi. Non, ce n'est pas pendant la crise. Après la crise. Après la crise. C'est Patrick Kouassi qui a... ce que j'aurais appris, c'est Patrick Kouassi qui était rentré en contact avec le capitaine Opoku, Nazé, et qui lui a demandé de chercher des gens pour aller désarmer les hordes de Saline qui étaient armés, où se trouvaient les obus, bien sûr, pour aller extraire les obus. Voilà. Patrick Kouassi, moi-même, je l'ai vu plus tard quand tout est rentré dans l'ordre, mais lui-même, je ne le connaissais pas. D'accord. Et vous êtes au Baza depuis quand, vous nous avez dit? Moi, je suis affecté au Baza depuis 2006. Je pense en octobre, mais la date précise, je n'ai pas. Mais détaché à San Pedro. D'accord. Donc, pendant la crise, sauf à l'occasion que vous venez de nous décrire, vous n'avez pas été en contact, même indirect, avec lui? Non, jamais.
Je ne le connais même pas. C'est après que je l'ai connu. D'accord. Alors, Kangouté, Oui. il nous a dit que Kouassi, celui dont on parle, Patrice Kouassi, était un responsable militaire du camp Ouattara basé à l'hôtel du Golfe, à qui lui, Kangouté, donnait des informations sur les mouvements des troupes gouvernementales et avec qui il avait décidé du sabotage d'un certain nombre de véhicules du Baza. Est-ce que vous étiez au courant d'un quelconque sabotage? Moi, Koulibaly, je n'en sais rien. Je ne suis pas au courant. Je ne savais pas. Tout ça, c'est maintenant que je l'apprends. D'accord. Vous-même, est-ce que vous avez saboté des véhicules et des armes? Moi, Koulibaly, que Dieu m'en garde. D'accord. Alors, autre nom, Ouattara Babaï. Vous l'avez croisé pendant la crise? Babaï. Oui. Babaï, c'est un élément du Baza. Est-ce que vous étiez au courant d'autres activités qu'il pouvait avoir à côté de ses activités de soldat? Excusez-moi, moi, Koulibaly, vraiment, je suis issu d'une famille pauvre. Moi, tout ça là, je ne rentre pas dans... Moi-même, j'étais déjà sous l'effet des trucs. On m'accusait de ceci, cela. Et puis, j'allais chercher à fouiller qu'il naît de quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait. Moi-même, là, je me sauvais. Je cherchais ma peau. Je cherchais ma peau. Mettez-vous à ma place. En pleine crise, on t'accuse de quelque chose. Toi, chercher à savoir ce qu'il lui fait, qu'est-ce que tu en cherches. Je suis venu dire seulement que la vérité ici. Très bien. Koulibaly Yaya, vous l'avez croisé? Qui est Yaya? Soit vous l'avez croisé, soit vous ne l'avez pas croisé. Vous savez Moi, je ne connais pas Yaya. Je ne sais pas si vous avez d'autres informations pour me rafraîchir la mémoire. Sinon, je ne connais pas Yaya. Très bien. Traoré, surnommé Tracteur, qui était un conseiller de Ouattara. Ça vous dit quelque chose? Jusqu'à présent, Tracteur, même, je suis en Côte d'Ivoire, je ne le connais même pas, je ne peux pas l'indiquer à quelqu'un. Mais son nom, j'entends. Je ne peux pas l'indiquer à quelqu'un, Tracteur, voici Tracteur. Mais je sais qu'il était FAFN. Je ne peux pas l'indiquer à quelqu'un aujourd'hui. Un capitaine de gendarmerie qui s'appelait Nicolas, qui était surnommé Nico, qui était proche de Tracteur. Ça vous dit quelque chose? Vous avez dit? Un capitaine de gendarmerie qui s'appelait Nicolas et qui était surnommé Nico. Bon, ça ne me dit rien. Je sais que je connais un certain Nicolas. Aujourd'hui, il est commandant supérieur de la gendarmerie. Je ne sais pas si c'est de lui qu'il s'agit. Si c'est de lui qu'il s'agit, il était chose qu'on appelle. Lui, j'entendais parler de son nom parce qu'il était, on dirait, CCI ou bien quelque chose dans le temps. Il était dans le CCI. Si c'est de lui qu'il s'agit, lui, j'ai entendu parler de lui, je le voyais à la télévision, mais on n'avait pas de relation. D'accord. Alors, Kangouté Idrissa, nous venons d'en parler. Est-ce que vous étiez au courant de d'autres activités qu'il pouvait avoir à côté de ses activités de soldat? Excusez-moi, moi je suis quitté là. J'étais au Baza là, je ne sortais pas. J'étais au Baza, je dormais là, je mangeais là, je pissais là. Si tu me vois sortir du Baza, je m'en servi, je quitte là-bas, je suis là. À part la mission d'Akakro, je suis parti là. Donc le reste là, ça, je m'en fiche des autres. Moi je me cherchais, comme je vous ai dit. On m'accusait. Comment Vraiment. Diomandé Zoumana, vous l'avez croisé? Diomandé Zoumana. 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 Je sais que j'avais un Diomandé Zoumana au Baza. Il était mon instructeur au CA1. Il aimait jouer ballon. Je ne sais pas si c'est lui. Je ne sais pas si c'est lui. Lui, si c'est lui, je le connais.
Et pendant la crise, vous étiez en contact avec lui? Mais on était dans le même camp. On causait, on faisait tout ensemble. D'accord. Karamoko Vakenan, Oui, il était au Baza. Sekongo Maliki. C'est Congo Malik. Malik. Oui, ce nom me dit que... Il était au Baza aussi. Konan Gilbert. Oui, c'est ma classe. Il était au Baza. On était en stage ensemble. On faisait tout ensemble. Le sergent Koulibaly Lanzeni. Non. Je n'ai aucune idée de lui. Ian Sié, sergent du 1er bataillon d'infanterie. Ça vous dit quelque chose? Alors, il faut que vous prononciez non, comme ça on va pouvoir le marquer sur le transcrit. Vous dites non. Non, voilà, vous ne le connaissiez pas. Et le brigadier Kra, ça vous dit quelque chose? Brigadier? Kra. Non. D'accord. Est-ce que pour tous ceux que je viens de citer, ou plutôt, est-ce que... Attendez, Kra. Oui. Il n'y a pas un autre nom? C'est ce que j'ai. Bon, je ne sais pas si j'ai bonne mémoire. Il y avait un Kra Konan qui était au Baza. Il y avait la classe qui s'appelle aussi, lui, qui était au 1er bataillon. Il s'appelait Kra Kwame. Ben, je ne sais pas de qui il s'agit au juste. D'accord. Est-ce que, à votre connaissance, certains de ceux que je viens de citer agissaient pour l'hôtel du Golfe? Moi, je vous dis la vérité, rien que la vérité. Je n'en sais rien. Moi, je n'en sais rien. D'accord. Monsieur le Président, je vois que l'heure tourne. J'en ai pour moins d'un quart d'heure. Que fait-on? We shall break. Président, nous allons faire la pause et nous reviendrons à 11h30. Il vous restera 15 minutes, après quoi nous donnerons la parole à l'autre équipe de défense. Monsieur le témoin, nous allons faire une pause de 30 minutes. Vous pouvez vous reposer. Nous reviendrons à 11h30.